Le plan de trading, le retour pour cette saison 3 de Smart Bourse avec Romain Daubry à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver donc pour cette saison 3 de Smart Bourse et du plan de trading que vous nous apportez chaque lundi à 12h30 en direct. Eh bien, les enjeux techniques du moment sur les marchés. Alors, on ne veut pas refaire toute l'histoire de l'été, mais c'est quand même difficile de commencer ce plan de trading sans évoquer la période estivale qui a été quand même très propice aux indices boursiers, du 5 juillet au 16 août, grosso modo. On a enchaîné les semaines de performance positive sur les indices actions. On a repris jusqu'à plus de 20%, je crois, sur le Nasdaq américain. 24, ouais. 24% pour le Nasdaq américain. Donc, c'est pas un petit rebond. C'est pas juste un petit rebond d'été auquel on a fait face. Et puis depuis 15 jours, il faut le noter quand même, il y a ce phénomène de retracement qui fait qu'on efface peut-être à peu près la moitié de la hausse de l'été, en tout cas pour les indices en Europe. Exactement, ouais, c'est les moyennes et les grands traits. Oui, une hausse sur fond de pessimisme et de scepticisme. Et toute la hausse s'est construite là-dessus pendant l'été. Un peu de doute post-échéance, toujours très technique. Donc après l'échéance des marchés dérivés du mois d'août. Et puis une ouverture hebdomadaire le 22 août avec un gap baissier qui est important, qu'il va falloir surveiller. Ça va être un gros plafond de verre. Maintenant, on le sait pour les semaines à venir, un gap hebdomadaire, c'est toujours important. Un gap hebdomadaire baissier en haut de marché, encore plus, et surtout quand il n'est pas du tout comblé. Et surtout, et d'autant plus quand il est suivi, probablement sur les indices américains aussi aujourd'hui, mais sur les indices européens, d'un nouveau gap baissier hebdomadaire. Ouais. Voilà, on avait une prise de bénéfices, après un marché qui avait beaucoup tiré, vous le disiez, 12% de hausse pour le DAX, 24% pour le Nasdaq. Donc ça, c'est du creux au pic, c'est ça, sur les 6 semaines de rallye estival. Exact. C'est ce qu'on a repris sur ces indices. Exactement. En revanche, voilà, on voit tout de suite une très très nette sous-performance de l'Europe, 12% je disais pour le DAX, 24% pour le Nasdaq. Le DAX est déjà passé sous les 61,80% de retracement de toute la hausse. Le Nasdaq n'est pas encore à 50% de retracement. D'accord. Donc quand je disais on a retracé la moitié, c'est peut-être moyenne. En moyenne, effectivement, mais certains ont retracé plus, le DAX, et d'autres n'ont pas encore retracé la moitié du rallye estival, le Nasdaq. Pas encore le Nasdaq, il est encore à plus de 2% au-dessus de ces retracements de 50%. Donc le paysage se dessine un peu mieux dans une séquence de consolidation qui était attendue après un rallye qui est quand même énorme. On peut citer quand même quelques exemples de valeurs, mais Hermès qui a progressé de plus de 46% en 2 mois, c'est quand même monstrueux. Apple, 36%. Il est légitime que le marché consolide un peu. On voit que ce ne sont pas les valeurs qui sont vendues immédiatement. Elles n'ont pas retracé de 50% du tout. Elles commencent à peine à consolider. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que les investisseurs veulent conserver. Et c'est, je pense, dans cette séquence de marché qu'il va être intéressant de voir comment se fait le tri dans une séquence de marché dont on peut noter aussi que les opérateurs sont très en retrait. Il y a peu de prise de décision, malgré les écarts et les décalages qu'on voit. Il y a eu beaucoup de vendeurs coincés dans cette séquence haussière aussi, bien entendu. Et donc, du temps et un moment pénible pour rebaisser, consolider un peu. C'est pour ça que ça se fait sous forme de gap, parce que justement, pas mal d'opérateurs bloqués. Il y a du cash disponible, une volonté d'acheter sur repli d'un côté. Et puis, on a des stratégies short en face de ça, qui sont déclarées clairement sur le S&P, avec jusqu'à 123 milliards de dollars apparemment de positions short sur le S&P avant l'intervention de Jerome Powell. En tout cas, 107 milliards déclarés par un des directeurs des marchés dérivés de la BNP. Donc, il y a de la pression baissière et des stratégies baissières spéculatives en tout cas. Alors, est-ce qu'elles vont aller plus loin? Et c'est là où on va en savoir plus dans les jours qui viennent. Maintenant, on peut estimer que la pression baissière sur les indices est relative et elle est moyenne. Si on veut un élément de comparaison, donc il y a eu la pression baissière sur l'Eurostoxx, il y a eu la pression baissière sur le CAC. Mais au cours de la séquence baissière entre 6550 et 6250 points, donc 300 points de baisse, on a vu la position ouverte sur le futur CAC 40 augmenter de 6%. Alors que dans la séquence précédente de baisse équivalente, donc entre 6580 et 6250 points entre le 14 avril et le 6 mai dernier, le nombre de contrats avait augmenté de 55 000 contrats futurs. D'accord. Là, c'est 13 000. D'accord. 55 000 contrats futurs, c'est 20% de la position ouverte. Ouais. Donc là, 13 000 contrats, c'est 6% de la position ouverte. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même niveau de pression baissière qu'on rencontre ici, même s'il y a de la spéculation baissière, même si pour l'instant, les vendeurs ont repris la main, même si on est en train d'attaquer des niveaux d'alerte importants. Oui, et vous dites qu'il y a aussi des shorts sur le S&P 500. Enfin, les vendeurs à découvert ne ciblent pas que l'Europe. On a beaucoup parlé des grosses institutions américaines qui shortaient les actifs européens. Il y a aussi du short sur le S&P 500. Il y a aussi du short sur le S&P 500. C'est ce qui a augmenté aussi la volatilité au moment de l'échéance et c'est probablement ce qui a contribué
permettre au mouvement d'accélérer vendredi dernier, après l'intervention de Jérôme Powell. On note quand même que le mouvement est relativement canalisé compte tenu de l'annonce et de l'effet de déception. Alors, il y avait un peu de couverture dans les portefeuilles, mais toujours au titre des intérêts et de la force dans le marché. On a 33 000 contrats futurs ouverts sur les options sur le mois de septembre à Paris. D'habitude, sur le mois de septembre, c'est 65 70 000 contrats d'options ouvertes. Donc, les opérateurs sont très, très en retrait. Ouais. Bon, concrètement, si on regarde le graphique journalier du S&P 500, là, techniquement, quels sont les niveaux et les signaux à surveiller? Alors après, effectivement, ce gap de rupture qui est venu stopper le rallye estival, si je puis dire, Romain. Complètement. Alors, gap de rupture qui laissait un doute. On avait compris que la tendance prenait un coup, clairement. Maintenant, c'est probablement un nouveau gap qui va être ouvert cette semaine. Et puis, une structure de retournement baissière sur le S&P 500 en journalier que vous allez avoir sous les yeux. Et donc, qui est une structure en épaule, tête-épaule, donc en haut de marché. On sort et on rompt la ligne de coup violemment par le bas et on accélère à la baisse, donc avec des cibles qui sont un parcours qui est de mi-parcours. Donc, on s'est arrêté sur un niveau de support intermédiaire vendredi à 4058 points. La cible idéale du mouvement, elle se situe à 3903 points, pour être précis. C'est la cible donnée par l'analyse graphique. En tout cas, au-delà de l'ancien canal haussier de court terme, donc on avait construit entre fin juin et fin juillet une structure de retournement haussière au sein d'un canal haussier. On l'a débordé par le haut sous forme d'excès. On allait se rappuyer dessus. L'enjeu, c'était de savoir si on allait tenir les 4128 points. On les a rompus avec force, avec du volume. La tendance est clairement baissière et la cible donc de l'ordre de 5 à 6% de baisse complémentaire. C'est intéressant de voir qu'il y a cette structure de retournement, ce grand gap de rupture. Et en bas, qu'on n'oublie pas, ce gap du mois de juin, du 13 juin dernier, qui était un grand gap de rupture, pas de rupture, qui était en bas de marché et qu'on a mis 5 semaines à réussir à déborder. Et donc qui, à mon avis, est la borne basse de la zone de congestion dans laquelle on se trouve. On n'a pas vraiment de raison d'aller plus bas dans l'immédiat après tout ce qu'on a construit. À mon sens, peut-être qu'on en trouvera des raisons si les chiffres et la récession se confirment de façon plus violente et si l'inflation ne s'arrête pas, mais probablement on s'achemine sur les indices américains dans cette zone à évoluer dans cette zone de congestion, et je pense pendant un certain temps. Oui, c'est ça. Donc avec ces deux gaps, celui du mois de juin et celui du mois d'août, on a une logique de range sans doute qui prévaut là sur cet indice américain, le S&P 500, également sur le Nasdaq peut-être. Cette logique de range, elle s'applique également au Nasdaq, Romain ? Probablement, voilà, tout à fait. On voit d'ailleurs aussi que sur le S&P, donc la cible à 3903 est une cible correspond au pied du gap du 13 juin. Donc on retrouve nos chiffres, une cohérence mathématique. Sur le Nasdaq, c'est un peu la même chose. Lui, alors on n'avait pas ce canal haussier, mais en revanche on évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière de moyen terme. Ça reste notre cible. Le gap, grand gap qui n'a pas été comblé non plus, donc reste un gros plafond de verre, 13 210, 13 326, ça va être un gros niveau pendant les semaines à venir probablement. Et donc on a cette cible située aux alentours de 12 190 points qui correspond comme par hasard cette semaine à la ligne de tendance haussière de moyen terme que vous avez en bleu, qu'on a été bien testé 3 fois en hebdomadaire, donc qui est maintenant avéré. C'est en dessous que le scénario ne serait pas bon. Alors on peut tolérer en intraday des accélérations jusqu'à 12 835. Il n'y a aucune raison d'aller rompre des niveaux comme 11 560, même d'aller tester très rapidement en cas d'accélération. Mais vu l'intérêt qu'il y a sur les grosses valeurs et les grosses technologiques, il n'y a pas de raison que le mouvement aille plus loin tout de suite en tout cas. Et donc ça étaye aussi la thèse d'une évolution en range, donc entre 12 835 et 13 210 points. Alors que les indices boursiers sont entrés dans une phase de retracement, on a vu à l'inverse, le VIX, l'indice de la volatilité sur le marché américain, repartir assez violemment à la hausse. Alors en plus, il donne des signaux contradictoires et assez intéressants. Il y a déjà un premier gap qui a été ouvert le 22 août avec le gap baissier des indices en général. Et il avait commencé à le combler. Donc, signe de hausse. On sait que sur le VIX, tous les gaps sont comblés. Et historiquement, et assez rapidement en général. Ça peut mettre du temps, mais en général, ils le sont assez rapidement. Tous. Ce n'est pas le cas sur les autres actifs, il faut le savoir par ailleurs. Mais sur le VIX, toujours. Alors, on avait commencé à le combler, donc on pouvait penser, et il y a eu un contre-pied de ce côté-là sur le marché, à un rebond lié au moins au comblement technique de ce gap. Et on ouvre ce matin avec un nouveau gap haussier d'affilée qui donnerait peut-être la moitié du parcours de la hausse du VIX, donc la moitié du parcours de la baisse des indices. Ça colle assez bien avec notre indice boursier, donc c'est pas terrible. Maintenant, on va surveiller les retours sous les pieds de ce gap-là et cette tendance haussière, cette ligne de tendance haussière que vous avez en noir aussi, qui est de long terme. Donc on est repassé en zone d'alerte. Est-ce qu'on va aller chercher la zone d'alerte forte ?
Ça paraît possible dans l'immédiat. En tout cas, on aura aussi probablement, si on veut voir les choses du côté plus positif, 2 gaps à aller combler à la baisse sur le VIX, donc probablement des rebonds assez tonitruants quand ils se mettront en place. Ouais, bon, toujours cette idée d'une volatilité permanente, on va dire, en tout cas dans le marché, en tout cas des phases d'accalmie, mais des phases également de retour de volatilité auxquelles on assiste en ce moment. Si on regarde la situation technique du point de vue des indices européens, cette fois, Romain, quand on regarde l'Eurostock 50, l'indice de référence pour les actions de la zone euro, alors vous le disiez effectivement, dans le rallye estival et dans le retracement, on a une sous-performance des actifs européens par rapport aux actifs américains. Très net, je regardais rapidement les chiffres de l'Eurostoxx. Lui, il a baissé de 4,66% et la position ouverte a augmenté de 2%. Donc sur le futur Eurostoxx que je suivrai maintenant, parce qu'il est beaucoup plus large. Plus d'1 million de contrats traités par jour sur l'Eurostoxx contre une centaine de milliers sur le CAC 40. Donc de la pression baissière, mais pas énorme non plus. On a ce grand gap aussi qui va être un plafond de verre. On n'a pas de gap hebdomadaire cette semaine sur l'Eurostoxx, mais en revanche, on ouvre clairement sous un niveau de support important. Et puis on a en dessous cette grande zone d'accumulation que j'ai indiquée. Donc on voit bien ici ces 5 ou 6 semaines. Au cours desquels on a construit, on a acheté sur repli, on voit bien cette zone 3356, 3432, dans laquelle systématiquement on a des mèches basses et dans lesquelles les investisseurs sont rentrés. J'ai du mal à croire qu'on ait rompre ces niveaux-là et que cette accumulation, elle a été faite juste pour de la spéculation de très court terme. Maintenant, on voyait bien que c'est des structures qui demandaient à être consolidées. C'est ce qui est probablement en train de se produire. Ça va probablement être un peu long. Si on zoome sur le CAC 40, le futur CAC, on voit déjà un indice qui est en zone d'alerte ce matin. En zone d'alerte, ouais, la zone d'alerte de moyen terme, on espérait ne pas rompre 6249, 6200. 6200, 6249, on la rompt avec un gap baissier, on le comble en plus, donc ça lui donne encore plus de force. C'est un gap de continuation, très probablement. On avait comme première cible une zone 6036, 6082. Maintenant, le fait d'avoir ce gap de continuation laisse à penser qu'on va aller chercher la cible du deuxième donnée par le deuxième gap, ce gap de continuation qui donne la moitié du parcours baissier, et une zone située au-delà de 5838, 5857 points. Il y a des chances d'aller le faire, ou alors il faut qu'on réagisse très vite et qu'on repasse au-dessus de 6249 et surtout 6315 points qui nous renverra en zone de neutralité de moyen terme. On peut dire aussi que on avait construit cette zone entre 5008 et 6250 avec un peu d'intérêt, des moments d'intérêt moindres, mais quand même un peu d'intérêt. Et donc cette zone elle est quand même plus dense, et même s'il peut y avoir un peu de volatilité, même si on peut aller creuser un peu l'intérieur, ça va peut-être pas se faire de façon très linéaire cette baisse, pas en tout cas pas aussi linéaire que la première partie. Dernière question pour conclure, Romain, sur l'euro-dollar. C'est la question que tout le monde se pose en cette rentrée. Jusqu'où est-ce que l'euro peut baisser sous la parité parfaite avec le dollar? Que nous disent les instruments techniques de ce point de vue-là? Qu'on n'a pas de figure de retournement haussière pour l'instant, mais un très très gros niveau de support, 0,9910. Il a été testé plusieurs fois historiquement dans le passé. On aurait pu dézoomer pour le voir, mais pour l'instant, on ne sort pas du canal baissier. On n'arrive pas à aller rechercher la borne haute qu'on avait testée aux alentours de 1,04. 0,9910, on a quelques rebonds dessus. Le risque en cas de rupture, c'est d'aller chercher 0,9430. C'est le prochain gros niveau de support. Il y a des intermédiaires, c'est le prochain gros niveau de support. Pour l'instant, stabilisation sur ce niveau-là. Bon, le dollar qui est drivé notamment par le discours de Jérôme Powell vendredi, et la remontée des taux courts de marché. Le taux à 2 ans aux États-Unis est à 3,45, 3,50, quasiment plus élevé que le taux à 10 ans, en intégrant une politique monétaire américaine qui restera peut-être plus dure que prévu, en tout cas pour plus longtemps. On va en parler dans un instant avec Thomas Kosterg. Merci beaucoup Romain. Romain Debry avec nous chaque lundi 12h30 dans Smart Bourse, le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct.